Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique ? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Ça va bien se passer, et confiance. Salut Anaïs, comment ça va ? Ça va, merci beaucoup de m'avoir invitée Nankeda. Et toi, comment ça va ? Avec plaisir, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente que tu sois là, que tu as accepté. Et on va faire un épisode du tonnerre. Ça, j'en suis sûre. Je compte sur toi. Bon, en tout cas, ça va. Merci de demander. Alors, tu es actuellement ingénieur test et validation chez Fluid Topics et tu as à ton actif 6 ans d'expérience dans le secteur. Donc, j'ai eu l'occasion d'assister à ta présentation lors de la Paris Test Conf et on est là aujourd'hui pour parler de la problématique que tu nous as exposée. On va rentrer dans le détail, voilà pour ta présentation. On va voir ton parcours dans quelques instants, mais est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ta présentation ? Non, écoute, c'était une super opportunité pour moi de présenter ce sujet. C'était la première fois que je faisais une conférence dans le test, quasiment même dans ma vie totale. Ah bah si, quand même, t'as dû faire ça à l'école en plus, c'est les présentations de groupe. Ouais, ça compte pas, Ah si, ça mais... compte. Ah si, ça compte. Parler devant une classe de 25-30 personnes, mais là, voire plus. Là, il y a peut-être une centaine, hein, c'est pas pareil quand même. Et puis, ouais, c'est vrai. Ouais, il y a une petite pression supplémentaire d'avoir des gens en face de toi qui ont pour beaucoup d'années d'expérience, plus que toi. Donc, c'était un vrai challenge, mais voilà, je suis ravie de l'avoir fait et je suis contente de reparler aujourd'hui avec toi. Donc, voilà. Bah, écoute, plaisir partagé, vraiment. Alors, ma petite question rituelle, c'est quoi pour toi un produit de qualité ? Pour moi, un produit de qualité, c'est assez simple. C'est un produit qui marche bien. Alors, on peut dire, si ça correspond à ce qui a été spécifié, si c'est performant, si c'est fiable, si c'est accessible, sécurisé, tout ce qu'on veut, c'est génial. Mais ça sert à rien si au final, ça plaît pas à l'utilisateur. Donc je pense que pour moi, un produit de qualité, c'est vraiment ça. C'est un produit qui plaît aux utilisateurs finaux et qui est intuitif et utile. Voilà. Après, on peut rajouter plein de choses derrière, c'est sûr. Mais si ça plaît pas, je veux dire, la surqualité, ça sert à rien. Faut que ça serve et que ça plaise. Faut que ça serve et que ça plaise. Ouais, complètement d'accord avec ça. Ah, tant mieux. Ça commence bien. En même temps, c'est un peu compliqué de pas être d'accord sur la définition d'un produit de qualité, tu vois. Ok, ça marche. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de ce qui fait que tu t'es tournée vers le test et ce qui fait que tu es restée ? Ouais. Alors c'est vrai que moi, comme beaucoup de testeurs, aujourd'hui, je suis arrivée dans le test suite à une reconversion professionnelle. J'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur en bioinformatique. J'ai fait ça pendant 3 ans et demi. C'était hyper intéressant. Enfin, j'étais spécialisée. Moi, j'analysais des génomes d'insectes, notamment de pucerons, de papillons. Donc, c'est très spécifique. Ouais. Je peux pas dire que c'était pas intéressant, mais en fait, ça me correspondait pas. Ça correspondait pas à mon caractère. Je me sentais un peu frustrée. Enfin, la recherche, c'est vraiment un monde qui est un petit peu particulier. Dans quel sens ? Dans le sens où on apprend énormément de choses. Mais des fois, on peut passer des mois, des semaines, des mois à travailler sur un sujet, sur un projet, où finalement on arrive au bout et on se dit c'était pas la bonne direction, ça marche pas, faut recommencer. Alors dans la recherche, c'est un résultat de se dire c'est pas bon, c'est pas ça, c'est pas la bonne façon de faire, c'est une chose intéressante. Mais moi, ça me frustrait. Enfin, pour moi, quand je travaille dans quelque chose, j'ai juste envie. Enfin, j'ai mon objectif. Je veux l'atteindre le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Mais pour moi, j'ai un objectif. Il faut qu'à la fin, ça marche. Et la recherche, c'est pas toujours ça. Et puis c'est un domaine aussi qui est compliqué. Enfin, je pense même en termes d'emploi. Je veux dire, avoir un emploi en CDI dans le domaine de la recherche,
c'est hyper galère, faut le dire, hein, c'est hyper Ouais. galère. Il faut des années d'expérience, il y a des concours. Moi, il y avait des choses le métier que je voulais faire, c'était travailler sur la génétique humaine, sur le génome humain, et ça fallait aller à Paris. Moi, je voulais pas aller à Paris. Alors bon, c'est moi, hein, mais c'est des choix comme ça qu'on fait dans la vie qui font que, finalement, on se laisse aiguiller un petit peu vers un autre chemin. Et donc, au bout de 3 ans et demi, bon, il y a eu des événements un peu personnels qui ont fait que je suis partie vivre quelques mois à l'étranger. Et puis, ça a été pour moi l'occasion de me dire, allez, je me pose, je vais faire un bilan de compétences, je vais réfléchir, est-ce que ça me correspond vraiment ou pas? Et puis, ça a été vraiment, alors pas un déclic du tout. J'ai fait un bilan de compétences et je me suis dit, bon, alors, le premier truc qu'on m'a sorti, c'est vous devriez être prof de maths. Ouais, j'avais fait des études scientifiques, fallait être prof de maths. Bon, moi, je me voyais pas du tout faire ça. Alors, j'avais eu un certain nombre une liste de métiers qui pouvaient être intéressants, mais il y a rien qui m'a fait tilter plus que ça, quoi. Et puis, quand je suis revenue en métropole, enfin, en France, pardon, honnêtement, c'est un coup de fil complètement par hasard. Enfin, par hasard. C'est un coup de fil de Pôle emploi. Je m'étais réinscrite à Pôle emploi en revenant en France. Et puis, qui me dit, bon, là, je vois que vous venez d'arriver. J'étais dans le coin de Bordeaux à ce moment-là. Dans 1 mois et demi, il y a une formation, une POI, donc préparation opérationnelle. Ouais. Je me rappelle plus, à l'emploi. Préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Voilà, exactement, individualisé. Ouais. Et c'est pour être testeur. Alors, au téléphone, faut que je réfléchisse, je sais pas, qu'est-ce que c'est que ce truc? Honnêtement, je connaissais pas du tout ce métier. Pourtant, j'avais été un petit peu dans l'informatique, hein, puisque quand je travaillais en tant que bioinformaticienne, moi, je développais des scripts, alors pas des logiciels, mais des scripts pour analyser des données. Mais c'était un métier vraiment qui m'était totalement inconnu. Et puis, du coup, le soir, je me suis posée, j'ai commencé à regarder un petit peu ce que ça pouvait être. Et je me suis rendu compte à cette occasion qu'en fait, c'était dans la liste des métiers qui m'avaient été ressortis lors du bilan de compétences et pourtant qui m'avaient pas du tout marqué. Okay. Et c'est bizarre de dire ça comme ça, mais pour le coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas. En fait, je vais être à Bordeaux pendant 1 an. C'est l'occasion pour moi de découvrir un nouveau métier, d'avoir un boulot, et puis advienne que pourra, on va voir. Enfin, je suis en recherche, j'ai pas trop d'idées. C'est un métier qui va me permettre de rester dans le côté un peu technique de l'informatique tout en étant plus dans le mode vraiment développement. Et je me suis dit, c'est peut-être l'opportunité que je recherchais, j'en sais rien, mais pourquoi pas le tenter? C'était 1 mois et demi de formation qui devait déboucher sur un CDI. Dire pourquoi pas? Et donc, je me suis lancée dans l'aventure. Je me suis lancée dans l'aventure alors que, voilà, 1 mois et demi avant, je n'avais aucune idée de ce métier-là. Et ça s'est super bien passé. J'ai été embauchée ensuite dans l'ESN qui était en partenariat avec Pôle emploi sur cette formation-là. Et puis, c'était parti, en fait. Je suis restée 2 ans chez cette ESN-là. Et puis, là, j'ai fait 2 missions avec, pour le coup, là, j'étais entourée de plein de testeurs. C'était du cycle en V, mais sur 2 projets complètement différents. Vraiment sur un plateau technique au sein des bureaux de l'ESN, et puis la deuxième mission où j'étais par contre chez le client. Donc vraiment 2 contextes différents, et ça m'a vraiment plu. J'ai découvert plein de choses différentes, plein de contextes différents, et je me suis dit c'est génial en fait. Je m'épanouis parce que d'une année sur l'autre j'ai fait des trucs. J'avais jamais autant découvert de nouvelles choses en si peu de temps en fait. Enfin, c'est l'impression que j'en ai eu. Et puis après, bon, j'ai eu 2 enfants. Je suis partie en congé parental, et puis c'est comme ça que je suis arrivée dans le sud de la France et que j'ai été embauchée du coup chez l'entreprise dans laquelle je suis maintenant, donc qui s'appelle Antidote mais qui développe le produit Fluid Topics. Et maintenant, ça fait 3 ans que je suis là, dans un contexte encore différent, hein, puisque là maintenant c'est un contexte agile où on est un nombre réduit de testeurs par rapport à ce que j'avais pu connaître avant. Et voilà, c'est un métier dans lequel je m'épanouis toujours autant. Ça correspond beaucoup plus à mon caractère que ce que je faisais auparavant, finalement. Moi qui j'ai toujours été très rigoureuse, mais ce que j'aime vraiment, c'est aussi chercher la petite bête. Et quand j'ai vraiment j'ai un objectif qui est très clair, j'ai envie d'arriver, je vais tout faire pour. Et ça, pour ça, le test, c'est vraiment le métier parfait, parce que ce qu'on veut, c'est un produit de qualité. Tant que c'est pas de qualité, on s'arrête pas et on va y arriver. De toute façon, c'est l'objectif. On peut pas s'arrêter en se disant tant pis. Ça marche pas trop, tant pis. Non. Non. Et du coup, ça c'est vraiment. Non, c'est vrai. Non, des fois non, il y en a qui tu vois. Bon, mais en tout cas,
là où je suis, ça arrive pas. Et en tout cas, moi, c'est mon objectif. Et donc, je lâche pas le morceau, quoi. J'ai vraiment envie. Enfin, c'est un métier qui me convient vraiment pour ça. On sait où on va. Et puis, c'est aussi le fait que le testeur, il a vraiment, je trouve, une position centrale et qui va pouvoir communiquer avec plein de gens. On a besoin d'être au courant de plein de choses pour être efficace. Et du coup, on est un peu, position centrale. On est au centre de tout. Et ça, je trouve ça hyper enrichissant aussi. Enfin, j'ai vraiment l'impression de faire partie d'une très grande équipe où on a tous un objectif commun, qui est la qualité logicielle, mais on travaille tous ensemble dans un même but. Et ça, voilà, je trouve ça vraiment top. Donc je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que c'est un métier en tout cas où on s'ennuie pas. Enfin, on peut pas s'ennuyer. Mais ça c'est clair. On peut pas s'ennuyer, on apprend tous les jours et c'est top. Donc voilà, c'est ça qui m'a fait y rester. Après, on verra ce qui se passe dans les années futures, mais pour l'instant, j'ai l'impression que je peux encore m'épanouir là-dedans encore très très longtemps. Ok. Ouais. Tu sais, c'est marrant, j'ai découvert le terme multipotentiel il y a pas très longtemps, justement en écoutant un podcast. Tu connaissais ? Non, pas du tout. Bah ouais. Je connaissais pas non plus. Multipotentiel, et en gros, la fille qui tenait le podcast expliquait. Alors, les multipotentiels, en fait, c'est des personnes qui seraient capables de faire 1 millier de métiers différents parce qu'ils ont de la curiosité pour 1000 choses, qu'ils ont envie d'aller au fond des choses, et ils ne sont pas faits pour faire juste une seule chose, tu vois. Tu les prends, tu les mets dans un contexte, tant qu'ils ont de la nourriture pour l'esprit, ils sont capables de rentrer là-dedans et rester là-dedans, tu vois. Et je m'étais dit, mais en fait, si ça se trouve, j'ai peut-être un petit peu de multipotentialité, tu vois, parce que aujourd'hui, je suis dans un contexte, jamais je me serais dit, ok, bon, je vais aller vers l'automobile, tu vois. Et pourtant, je suis très bien là où je suis et j'adore, et comme tu dis, je découvre des nouvelles choses tous les jours. Et je me dis, mais waouh, enfin, c'est génial, c'est super, et c'est exactement ce que tu dis, tu vois. La qualité, tu te retrouves dans un contexte, et le fait d'être comme ça, dans cette position centrale, bah en fait, ça te pousse à t'intéresser à ce que font les autres. T'as pas le choix. Tu peux pas rester juste dans ton truc, comme ça, tu sais, un peu cloisonné. Et enfin, je trouve ça génial, quoi. Et je comprends complètement ce que tu dis. On est obligé d'aller au fond des choses et c'est ça qui est top. C'est ça qui est top. On peut rien laisser passer. Et puis ce qui est bien aussi, c'est un petit peu ce côté créatif qu'on a dans le métier de testeur. Enfin, moi, faire des scénarios nominaux, forcément, il faut passer par là. Mais c'est vraiment l'idée d'aller chercher la petite bête, d'aller chercher le petit truc qui va faire que, à la fin, ça sera vraiment génial, que l'utilisateur final il sera content. Et voilà, ça permet de trouver en avance de phase un peu toutes les difficultés qu'un utilisateur pourrait rencontrer, mais tu dois le faire avant. Il faut que tu trouves, c'est toi qui dois le trouver. Et ça, c'est c'est une petite motivation là qui me plaît moi tous les matins de me dire là, ça, c'est moi qui dois le trouver et c'est pas le client, c'est pas enfin après, en tout cas le but c'est qu'il y ait rien à trouver, sinon hein, bien sûr ça serait l'objectif numéro 1. Mais quand même, trouver des trucs quand on est testeur, c'est cool. Et puis, si on a des développeurs qui nous écoutent, je pense qu'ils vont se dire mais en fait, ils sont horribles, ces testeurs. Ils sont toujours là, en train de chercher les problèmes. C'est pas possible. Ils sont vraiment comme ça. Mais non, pas du tout, pas du tout. On est vraiment là pour collaborer, pour travailler ensemble, parce qu'encore une fois, hein, l'objectif, il est commun. Bien sûr que les développeurs aussi, ils veulent qu'à la fin, le produit, il fonctionne. On est tous pareils. Donc, si on peut s'aider chacun avec nos compétences, pour qu'à la fin, ça soit un produit qui soit, alors je vais pas dire parfait, on peut jamais avoir un produit parfait, mais le plus parfait possible, et bah, tant mieux. Et voilà, on collabore. Je pense que le maître mot, c'est collaboration. C'est tous ensemble qu'on peut y arriver. C'est pas, un testeur tout seul dans son coin. C'est impossible de toute façon. Collaboration et communication. Et communication, absolument. Absolument. Okay. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. Alors justement, en question collaboration, comment se passe ton quotidien, ton day-to-day? Dans quel contexte est-ce que tu travailles? Bon, du coup, je le connais maintenant, mais pour nos auditeurs, du coup, qui ne le connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passe au quotidien? Ouais,
Bah, comme j'ai dit, donc moi je travaille chez Antidote. Chez Antidote, on est, c'est un éditeur de logiciels, on est 80, mais il y a 27 développeurs aujourd'hui. Il y a 27 développeurs qui sont répartis dans 5 équipes différentes, et on est 2 testeuses. Alors on est 2 testeuses, c'est assez récent, hein, ce chiffre 2. On est 2 depuis 2 mois, quelque chose comme ça. Donc pendant 3 ans, en fait, j'ai été toute seule avec 25 développeurs. On était 25, aujourd'hui on est 2 pour 27. Ça change pas grand-chose en vrai. Mhm. Euh, Chez Antidote, on suit vraiment une démarche agile, donc ça fait que toutes les semaines, on a au moins une release par semaine, donc avec des nouvelles fonctionnalités, des bugs fixes. Et donc, bah, moi, mon rôle là-dedans, bah, c'est de faire tout ce que je peux pour aider les développeurs à livrer un produit de qualité à chaque semaine. Alors, tout ce que je peux, dans la limite du raisonnable, hein, bien sûr. Hein, du coup, je viens de dire, une pour 25 ou deux pour 27, bah forcément, on peut pas tout faire, on peut pas tout voir, mais on fait ce qu'on peut. Et donc, pour ça, bah, je fais ce que je peux, encore une fois. Toutes les semaines, en fait, je vais discuter avec les PO. On a 5 équipes, donc on a quatre PO qui s'occupent de ces 5 équipes. Donc, je vais discuter, je vais faire des points hebdomadaires et même des fois plus souvent que ça, mais au moins une fois par semaine, je discute avec eux. On va regarder les boards, donc les sujets du moment. On va évaluer les priorités ensemble. Bien, je vais essayer de participer au refinement, donc essayer de rentrer dans les sujets le plus tôt possible. Quand on peut, parce que c'est pareil, on peut pas le faire sur chaque sujet, mais on va aussi mettre en place, enfin participer à des réunions de Tres Amigos euh, pour euh, bon, le principe des Tres Amigos, hein, c'est vraiment, pour ceux qui peut-être connaissent pas trop, mais c'est vraiment avoir au moins un PO, un testeur, un développeur autour de la table et qu'on se pose vraiment toutes les questions qui nous restent pour être sûr qu'on parte tous dans la bonne direction juste avant le développement. Donc bien valider les critères d'acceptance, les scénarios qu'on va vouloir tester, ce genre de choses. Mais donc ça, bien sûr, ben, on le fait quand on peut. Quand on peut aussi, on va bien sûr faire de la conception le plus tôt possible. Et quand c'est le cas, eh bien, je vais fournir tous mes scénarios aux développeurs en essayant de les inciter à les lire, voire même à les exécuter. Ça permet de gagner du temps ensuite pour moi, ensuite sur la phase d'exécution. Mhm. Euh, voilà, après, comme tout testeur, bah forcément, je fais aussi de l'exécution, hein, que ce soit suite à mes scénarios scriptés. Donc, moi, je fais de l'exécution manuelle, hein, je ne fais pas d'automatisation. Mais donc, je vais exécuter mes scénarios sur les branches des développeurs. Je vais aussi faire beaucoup de textes exploratoires. Je pense que c'est très important d'en faire. Et puis voilà, à mon niveau, essayer de communiquer de façon constante avec les PO, les développeurs. Et c'est plein d'étapes hein, que tout le monde fait sûrement en tant que testeur, mais c'est vraiment essayer de faire évoluer en fait, le rôle du testeur à celui qui va juste être là pour trouver les bugs juste avant une livraison, à vraiment quelqu'un qui va avoir plus un rôle de prévention, en fait. Où l'objectif, ça va vraiment être d'éviter l'apparition même de ces bugs. Et s'ils sont pas là, c'est quand même vachement mieux. Enfin, s'il y a pas de bugs, enfin, ou en tout cas le moins de bugs possible, forcément, ça veut dire moins de temps sur l'exécution, ça veut dire moins de temps sur la création de rapports d'anomalie, ça veut dire moins de temps pour les développeurs sur la correction aussi. Et bien sûr, ça veut dire plus de temps pour moi pour travailler sur d'autres sujets. Donc voilà, c'est un gain de temps pour tout le monde. Essayer de prévenir au maximum l'apparition des bugs. Ok. Et les trouver, si possible, avant les clients, bien sûr. Mais je pense que voilà, l'objectif numéro 1, c'est d'éviter, enfin, d'essayer de prévenir leur apparition. Et ça je pense que c'est l'objectif de tout testeur aussi, hein, quand même. Un maximum, ouais. Je pense que tu as certains de nos auditeurs qui sont testeurs, qui ont dû avoir la mâchoire qui est tombée au sol quand ils ont entendu 27 pour 2, tu vois. Oui, j'imagine. Parce que le ratio idéal, alors on a aussi des personnes qui ne sont pas dans le test et qui ne connaissent pas ce genre de choses, mais le ratio idéal, ce serait un testeur pour 2, 3 développeurs. Quand on en arrive à 25, Ouais. une personne pour 25, en fait, je vous laisse imaginer la quantité de travail et d'organisation que ça nécessite. C'est-à-dire que tous les jours, on va avoir des nouvelles features qui vont être construites, qui vont être livrées. Il va falloir que le testeur passe
déjà qu'il fasse la non-régression de ce qui est déjà existant et qu'il passe sur les nouvelles features. Et c'est un boulot qui est juste, en fait, colossal. Même colossal, je trouve que le mot est faible. Donc, quand on se dit qu'on doit faire ça déjà pour 2, 3 personnes, donc c'est quand même de la charge de travail de 3 personnes face à la charge de travail d'une personne. Et ça, faut le multiplier par presque 10. Ouais. Donc, je pense que on visualise très très bien. Donc vraiment, bravo, parce que j'imagine que ça a dû être difficile quand tu es arrivé dans ce contexte. Et puis ensuite, qu'il t'a fallu mettre en place toute une stratégie, ça on va en parler, pour pouvoir en fait t'en sortir, parce que tu peux te retrouver très vite noyé avec tout ça. Mais avant qu'on parle un petit peu de ta stratégie, est-ce que tu as eu un sentiment de solitude et si oui, est-ce que c'est toujours le cas depuis que vous êtes deux? Est-ce que c'est quelque chose qui a disparu avec le temps? Alors oui, enfin juste pour rebondir, c'est vrai que c'est un ratio qui est complètement déséquilibré. 1 pour 25, clairement, c'est pas le ratio idéal qu'on peut voir dans les articles. Mais je pense quand même que, alors je dis pas que c'est qu'on peut dire que c'est un ratio idéal, mais que ça va dépendre des contextes et que, comme tu l'as dit, alors on a un travail colossal, mais on va en parler après de la stratégie qu'on a mis en place, mais clairement on est obligé de faire des choix. Et donc mettre en place en fait le but c'est faut quand même y arriver, en fait on n'a pas le choix. L'idée c'est pas mince, on est 1 pour 25, est-ce que c'est idéal, est-ce que c'est pas idéal? Non, ok, ça l'est peut-être pas, mais du coup qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce que je dis en fait non, je vais pas venir dans ce poste là parce que tant que vous aurez pas embauché 10 testeurs de plus? Non, l'idée c'est comme ça. Donc, va falloir trouver une façon de faire pour s'en sortir, clairement, pour éviter de pas partir en burn-out, parce que honnêtement, quand tu parles de sentiment de solitude, oui, au début, clairement, je vais pas mentir, au début, j'ai eu super peur. Enfin, pour moi, quand j'ai accepté cette offre d'emploi, c'était un réel challenge et je me suis dit, mais t'es sûre, vraiment, t'y vas, quoi? Les premières semaines, j'étais vraiment flippée et l'idée de me dire, je me posais vraiment la question, comment je vais faire pour assumer toute la charge de travail qui va en découler? Comment je vais faire pour suivre le travail de 25 développeurs en parallèle? J'avais jamais connu ce contexte-là et c'est vrai que ça paraissait complètement aberrant, en fait. Mais d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, mais Vas-y. Comment est-ce que on te l'a annoncé? Parce que t'as vu le truc, t'as postulé, comment est-ce qu'on t'a dit écoute, là tu vas être toute seule, quoi. Donc Comment on me l'a dit, après c'est des discussions, c'est vrai que chez Antidote, il y a un processus d'embauche qui est assez long, on discute beaucoup, il y a beaucoup d'entretiens. Donc voilà, j'ai su très vite le contexte de toute façon dans lequel j'allais travailler, mais et tu t'es dit j'y vais. je me suis Nouveau dit challenge, j'y vais. ouais, exactement, en fait. Je me suis dit bon, allez, j'y vais. Je vais pas dire que j'étais hyper confiante, clairement pas. En plus, moi quand je suis arrivée là, j'avais 2 ans d'expérience seulement, 2 ans d'expérience et 2 ans de pause parce que j'avais fait 2 ans de pause pour mon congé parental. Ouais. Je me suis dit mais what? Comment? Enfin, est-ce que mais c'était l'opportunité. C'est des opportunités qui se présentent et on se dit il y a peut-être une raison, en fait. Il y a peut-être une raison. C'est peut-être que ça va être pour moi l'occasion, justement, de prendre confiance, de gagner en autonomie, de gagner en compétences dans mon domaine. Et je me suis dit, au moins là, t'auras pas le choix. Tu pourras pas te reposer sur plein d'autres gens. T'auras pas le choix. Ça va être toi face à toi-même, parce que j'avais super peur. Mais je me suis dit, il faut essayer. Donc, j'y suis allée, honnêtement, mais vraiment, promis, j'avais extrêmement peur. Et les premières semaines, quand tu parles de sentiment de solitude, c'est exactement ça. Enfin, j'étais paumée. J'ai rencontré tout un tas de difficultés. C'est ce dont je parlais un petit peu aussi dans ma conférence rapidement, mais c'est vrai qu'il y a plein de difficultés que peut-être beaucoup de testeurs rencontrent dans la vie de tous les jours, mais je pense que vraiment le fait d'être toute seule, ça ces difficultés qu'on peut rencontrer. Et la première, bien sûr, c'est d'avoir 25 développeurs face à soi. Et là, on se dit, mais comment je vais faire? Donc, 25 développeurs, une release par semaine, minimum. Ça veut dire énormément de nouveautés. Le flux, il est complètement constant. Bah ouais.
Donc, au début, clairement, hein, je me suis dit, mais c'est pas possible. De toute façon, un testeur, il doit tout tester. Donc, j'ai essayé, quoi. J'ai essayé. Tout n'est pas testable. Non, Tout n'est pas testable. heureusement. Mais quand même, tu te dis 25 développeurs, ils font tous il y a quand même un certain nombre de personnes qui vont travailler sur des choses qui sont testables. Donc, au début, j'ai essayé de suivre tout le monde. J'ai essayé de suivre les 5 boards, les 27 développeurs. Mais clairement, ça n'a pas duré longtemps. Enfin, il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence que ça peut pas marcher. Enfin, c'est tout, hein. C'est tout, c'est une prise de conscience. Il y a plein d'autres difficultés, hein. Du coup, moi, j'étais dans une équipe séparée, puisqu'il y avait 5 équipes différentes, donc j'allais pas être intégrée dans une équipe en particulier, parce que l'idée, c'était que je travaillais avec tout le monde. Donc, du coup, ça complique aussi un petit peu l'intégration, surtout qu'en plus, les développeurs, ils étaient en grande majorité à Lyon ou en full télétravail. Donc, je les voyais même pas, en plus, au départ, en tout cas. Bien sûr via Zoom, mais moi je trouve que tant qu'on voit pas les gens en face, c'est pas la même chose. On crée pas encore, les liens ils se créent pas de la même façon. Bien sûr ça s'est fait, je suis partie à Lyon, j'ai rencontré tout le monde, mais le temps que ça arrive tout ça, en plus c'était un peu le Covid, voilà, donc ça a vachement repoussé. Donc ça complique aussi les choses, hein, forcément. Et puis après il y a plein d'autres choses, hein, quand on est toute seule, et c'est dur de trouver alors on se dit il faut tester, mais il n'y a pas que ça en fait dans le test. Il faut aussi faire de la veille souvent, il faut faire préparer, faire de la maintenance de scénario, faut faire des benchmarks d'outils pour essayer de trouver les outils les plus adaptés à ta situation, mais t'as pas le temps. Donc il y a tout ça aussi qui te met une pression supplémentaire, et c'est difficile au départ de savoir où donner de la tête, qu'est-ce qu'il faut faire en premier. Et puis du coup, c'est toi, t'as pris le challenge, hein, mais t'es toute seule, donc faut prendre les décisions toute seule. Alors bien sûr, attention, je suis quand même dans une équipe, j'ai un manager, mais c'est quand même un manager qui n'est pas dans le métier du test, en tout cas au départ. Donc forcément, j'arrive en disant, je suis la testeuse, donc je suis censée prendre les décisions, avoir le recul, avoir l'expérience. Et au début, voilà, mais c'est quelque part c'est compliqué. Plus compliqué si t'arrives, parce qu'en fait, t'as personne sur qui tu peux t'appuyer, même psychologiquement. T'auras personne en face qui comprendra en fait que tu vas ressentir. C'est ça, c'est qu'on a personne pour vraiment se challenger, avoir un père qui va un petit peu peut-être donner son aval, ou un petit peu on va pouvoir brainstormer ensemble sur certaines choses. Non, là t'es seul face à toi, et puis comme t'as pas non plus des tonnes de temps pour faire de la veille, lire plein de choses sur les nouveautés, les nouveaux process, voilà, des fois faut prendre un petit peu des décisions où t'es pas sûr de toi, mais bon, de toute façon il faut après voilà. Donc est-ce que ce sentiment de solitude, je l'ai encore? Beaucoup moins, clairement beaucoup moins. Il y a vraiment une très très bonne ambiance dans mon entreprise. Il y a vraiment aucune rivalité avec les développeurs, et comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, hein, on a vraiment réussi à mettre en place une collaboration complète en fait. On travaille ensemble tout le temps, et ça c'est hyper important. Donc voilà. Après, comme je disais, hein, on peut pas nier que je suis quand même la seule testeuse, même si on collabore pour avoir cet objectif commun, on en revient toujours à cet objectif commun de qualité. Mais l'expérience de testeuse, il y avait que moi qui l'avais, et ça met une pression sur les épaules qui est pas négligeable. Surtout pour moi, qui suis d'un naturel un petit peu paniqué, stressé. Ah bon? je me suis mis à chaque fois je me dis mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me mets dans des situations comme ça? Mais quelle idée! Mais quelle idée! Pourquoi? Mais comme tu l'as dit, voilà, aujourd'hui on est deux maintenant depuis quelques semaines. Ça va prendre du temps avant qu'on trouve notre routine, notre façon de travailler ensemble. Et puis comme on disait, 1 pour 25 ou 2 pour 27, c'est pas une révolution. Mais quand même, je suis sûre que ça va m'apporter énormément. On va pouvoir se challenger, on va pouvoir apporter chacune nos idées. Donc ça va m'apporter à moi, mais ça va apporter au produit aussi, bien sûr. Parce qu'on va pouvoir tester plus de choses, mais on va aussi pouvoir passer plus de temps sur toute la réflexion globale des process de qualité, sur la stratégie, comment on peut faire pour améliorer les choses. Parce que finalement, quand on est tout seul, même si on essaye de tout faire, forcément, ça va moins vite que quand on est deux. Ça, c'est évident, c'est évident. Donc oui, c'est un soulagement qu'on soit deux aujourd'hui, mais vraiment, c'est un choix assumé, hein, au départ, qu'on ait un nombre de testeurs qui soit réduit, qui soit restreint. Et donc c'est assumé, c'est connu dans la boîte.
Donc tout le monde sait que je suis toute seule et donc on comprend. Enfin, je veux dire, voilà, je peux pas être partout. Et ça, voilà, c'est une prise de conscience de mon côté, mais aussi une prise de conscience de toute la boîte. Et on travaille tous ensemble en prenant en compte cette spécificité-là, forcément, en prenant en compte ce contexte. Ok. Tu sais pourquoi Antidote a choisi justement de ne pas... Alors, au départ, parce que du coup, toi, t'es arrivé après coup, t'as trouvé des développeurs qui étaient déjà là. Ouais. Pourquoi Antidote est parti sur cette stratégie? Parce qu'il y a des boîtes qui font le choix de ne pas avoir de QA du tout. Et C'est puis, vrai. après coup, de recruter quelqu'un exprès pour la qualité. C'est vrai. C'est une bonne question. Alors, j'étais pas la première. Hein. Moi, je suis arrivée en deuxième position, c'est-à-dire qu'il y avait, Ok. il y a une testeuse qui a été embauchée avant moi, qui est restée 1 an et demi, et donc moi, je suis arrivée juste après. Je l'ai remplacée quand elle est partie. Chez Antidote, il y a vraiment une grande culture de la qualité. Honnêtement, les développeurs, ils ont déjà énormément de bonnes pratiques, ils mettent en place. C'est eux qui sont responsables, par exemple, de tous les tests automatisés. Hein. Je l'ai dit, moi, je fais les tests manuels. Ouais. Les tests automatisés, ils sont là. On en a énormément, et c'est les développeurs qui en sont responsables. Même si je peux aider dans le choix, selon les équipes, j'interviens plus ou moins, mais ils sont vraiment responsables de ça, et c'est quelque chose qui est normal chez Antidote. Une story ne va jamais sortir en production sans avoir des tests automatisés. Donc pour le Ok. coup, moi je vais pas forcément passer sur une story parce qu'il faut faire des choix. Par contre, il y aura forcément des tests automatisés. Donc ça, c'est vraiment une culture qui est là depuis très 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 longtemps. Après, je pense qu'ils se sont quand même rendus compte de ce que peut apporter un testeur avec l'état d'esprit qui lui est propre. Enfin, je veux dire, un développeur, il peut avoir des idées de scénario, mais comme on disait tout à l'heure, hein, je pense que des scénarios nominaux, ça va être facile à automatiser, mais après, il y a plein de petites choses, des subtilités, des chaos limites, et ça, finalement, on n'a pas tous l'état d'esprit pour aller les chercher, en fait. Ouais. Et je pense qu'ils se sont dit que ça pourrait être un bonus, en fait, un truc qui pourrait aider encore plus, qui pourrait aider à avoir encore une meilleure qualité. Et l'idée qu'on soit pas beaucoup, parce qu'ils auraient pu se dire, tiens, bon, bah là, il nous faut des testeurs, on va en embaucher assez. Bon, après, il y a des choix budgétaires, forcément. Mais je pense que l'idée, c'était pas d'embaucher une testeuse ou un testeur pour mettre un veto avant chaque release et dire hop, là j'ai pas testé, non, ça part pas. L'idée, c'était vraiment d'avoir quelqu'un qui allait pouvoir, alors je dis pas aujourd'hui que j'excelle dans cette position, mais le but, c'est d'arriver là, qui allait pouvoir évangéliser, en fait, continuer à évangéliser autour de la qualité. Il y a déjà beaucoup de pratiques beaucoup de bonnes pratiques qui sont en place, mais faire en sorte que ça continue à être pratiqué. Et puis essayer, bien sûr, hein, de mettre en place des nouvelles pratiques qui vont pouvoir encore plus améliorer les process. Voilà, l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir un goulot d'étranglement, mais plus quelqu'un qui va être là pour conseiller, pour que tout le monde ait ce même objectif, encore une fois, commun. On en revient toujours au même point, hein, mais qu'on ait tous vraiment cet objectif de qualité dans la tête, parce que c'est pas que le testeur qui est responsable de ça, finalement. C'est tout le monde, c'est les PO, c'est les développeurs, c'est les équipes support, c'est les équipes qui vont travailler directement avec le client, c'est tout le monde. Tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice pour qu'à la fin, on ait un super produit. Donc voilà, je pense qu'encore une fois, hein, c'est le rôle central du testeur qui va essayer de faire en sorte qu'on aille tous dans la même direction. Donc j'espère un jour avoir cette expertise de pouvoir dire moi je suis évangélisatrice de la qualité dans ma boîte. Pour l'instant, je fais à mon petit niveau, mais petit à petit ça prend et je le vois. Bah, en fait, t'es déjà dans une posture de coach, du coup, pour le coup. Je te dis ça parce que là, du coup, l'invité que j'ai juste avant toi, c'était Emna Ayadi, tu vois, sûr, ouais. qui est dans cette posture de coach et qui insistait vraiment sur ce truc de toi, tu es là, tu as ta connaissance en tant que testeur et en fait, tu viens apporter ça à ton équipe de dev. Mais tu es surtout là pour les pousser à aller dans la bonne direction. C'est pas toi qui vas leur dire, écoute, il faut que tu testes ça de telle et telle manière. Tu vas juste, en fait, donner des idées en disant, bah, écoute, au vu de la feature que tu es en train de sortir et la manière dont tu l'as implémentée et des résultats que ça produit sur notre produit, justement, est-ce que tu ne penses pas que telle chose, et là, la personne ensuite va penser d'elle-même et se dire, ah, effectivement, pour améliorer la qualité, c'est vrai que j'aurais peut-être la possibilité de faire ça. Et en soi, c'est déjà quelque chose que tu es en train de faire.
Ouais, quand je t'écoute comme ça, je me dis que Voilà. t'as tout à fait raison. Mais bon, enfin, tu vois, Emna que tu as interviewé, c'est son métier, quoi. Pour moi, c'est un Ouais. métier à part entière. Mais c'est vrai chacun à son niveau, on peut essayer d'aider au maximum les développeurs et tout le monde comme tu disais, à aller dans la bonne direction. Quand on est le seul testeur, de toute façon, on n'a pas le choix. Enfin, on est obligé d'avoir cette multitude de casquettes. Moi, je suis arrivée, je me suis dit, mais moi, je suis testeuse. Bah oui, mais en même temps, je suis obligée d'être aussi test manager, je suis obligée d'être test lead, je suis obligée d'être un peu coach. Ouais. T'as raison. Ou moi, j'aime bien dire évangélisateur parce que je me dis que coach, ça fait vraiment très expérimenté en fait. Mais c'est vrai que je pense qu'à chacun à son niveau, on peut aider. On peut essayer de conseiller, d'essayer d'amener les personnes dans la direction qu'on souhaite. Alors je dis pas voilà que comme j'ai dit il y a plein de casquettes. Moi je pense pas du tout que j'excelle dans tous les domaines. Mais clairement hein, quand même quand on est toute seule, c'était aussi ça mon objectif. Je l'ai dit au début, hein, c'était un challenge, mais je me suis dit bah tu vas être toute seule pendant X années peut-être. Là ça fait 3 ans. Bah forcément c'est hyper formateur. Donc moi j'ai appris beaucoup. Et du fait d'avoir ce ratio déséquilibré, on va peut-être y venir après par rapport à la stratégie, mais clairement, on l'a dit, je peux pas tout faire. Donc si je peux pas tout faire, bah, l'idée c'est essayer de convaincre les autres, bah, de m'aider en fait. De m'aider, c'est pas juste je peux pas tout faire donc on laisse de côté, non. C'est je vais pas pouvoir passer autant de temps sur les autres, sur certaines choses par rapport à d'autres. Bah du coup, l'idée, c'est d'aiguiller au maximum les personnes pour que même si moi, je vais pas travailler sur ces sujets-là, bah, eux, ils puissent faire au moins le minimum nécessaire pour se dire, ah, c'est pas mal là quand même, c'est pas mal. Donc voilà, c'est apporter petit à petit, essayer d'insuffler ouais, l'esprit de qualité, essayer de convaincre de l'utilité de mon métier, de mes actions, de l'utilité de la collaboration, mais surtout de l'utilité des tests. Donc oui, t'as raison. Ouais, j'essaye quand même. J'essaye quand même je peux pas tout contrôler, mais j'essaye de conseiller, d'influencer, comme je disais tout à l'heure, pour que les bonnes pratiques, elles restent et que potentiellement, il y en ait des nouvelles qui soient adoptées pour aller encore dans dans cette direction qu'est la qualité, quoi. Ok. Bah justement, tu as commencé à en parler très rapidement et en soi, je pense qu'on est déjà dans le cœur même du sujet de notre épisode. Donc, avec le temps, bah, il a fallu que tu mettes en place une stratégie parce que pas le choix, tu vois. Ouais. Donc, comment est-ce que tu t'y es prise déjà? Est-ce que j'étais assise à ton bureau, tu t'es dit, ok, je sors une feuille, je note, voilà tout ce que j'ai à faire en général, voilà les points sur lesquels j'aimerais me concentrer pour arriver à ressortir un maximum de valeur. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver à sortir une stratégie de tout ça, de cette expérience-là que tu as eue pendant tes premiers mois, et pour arriver à faire quelque chose donc aujourd'hui en fait dans lequel tu es bien? Qu'est-ce que j'ai fait? Clairement, j'ai fait des erreurs. Hein. Au début, je suis partie bille en tête. Hein. Je me suis dit, ce qu'il faut que je fasse, c'est tout faire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, voilà, je me suis lancée dans tous les sujets. Et c'était clairement pas le bon moyen de faire ça. Je vais pas m'octroyer tous les hurrahs. Quand je suis arrivée chez Antidote, il y avait quand même eu un bon début de mise en place de stratégie qui avait été commencée par la testeuse qui était là avant moi. Okay. Et qui avait commencé donc à travailler sur la mise en place. Alors c'était le début, mais il y avait quand même déjà un petit peu de matière. La mise en place d'une matrice de risque. Et clairement. Alors, matrice de risque, est-ce que tu peux, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, bien sûr, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors le but d'une matrice de risque, ça va être de pouvoir identifier facilement les parties du produit qui sont les plus risquées, c'est-à-dire les parties du produit où s'il y avait un bug qui venait à apparaître en production, ça serait critique pour le client. Pour faire ça, il va falloir découper notre produit déjà.
Donc, ce qu'on a fait, et ce que la personne avant moi avait commencé à faire, c'était ce découpage du produit en composants, ou enfin, après, chacun va au niveau qu'il veut. Alors nous, on a un niveau de composants, donc c'est vraiment un peu des briques principales de notre système, et puis qu'on a encore redécoupé pour avoir un niveau de détail un peu plus fin. Donc moi, j'appelle ça des capabilities, mais en gros, c'est des fonctionnalités. On a découpé ça en fonctionnalités. Et donc sur mon produit à moi, aujourd'hui, j'ai une soixantaine de capabilities. Je l'ai découpé en environ 60 morceaux. Alors, c'est amené à évoluer, bien sûr, hein, parce qu'à chaque fois qu'on a des nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître. Alors, l'idée, c'est pas d'avoir une matrice de risque qui a 1000 lignes. Donc, quand il y a des nouveautés, on essaye d'intégrer dans des fonctionnalités qui existent déjà, parce qu'on peut pas avoir quelque chose qui est énorme, mais des fois, il y a complètement des nouveautés. Donc là, on va rajouter des lignes dans notre matrice. Et donc, la matrice, l'idée, ça va être d'évaluer, donc encore une fois, le risque qu'a cette fonctionnalité dans notre produit. Donc pour ça, je me suis basée moi sur deux facteurs importants. Donc ce que je disais tout à l'heure, l'impact, c'est le plus important. C'est qu'est-ce qui va être vraiment embêtant pour le client s'il y a un problème. Donc je vais donner. Alors moi j'ai donné des valeurs du coup pour avoir une échelle. Donc pour l'impact, pour chacune de mes capabilities, j'ai donné une valeur de 1 à 4. Donc 1, ça veut dire s'il y a un bug, ça aura très peu d'impact, peut-être parce que c'est une fonctionnalité qui est très peu utilisée. Et si c'est 4, là par contre, s'il y a un bug, ça veut dire que c'est catastrophique. Un exemple et que j'aime bien donner, c'est l'authentification. On a un portail, nous, où il faut s'authentifier. Si on s'authentifie, on a accès à plein de fonctionnalités particulières. Si on peut pas s'authentifier, si l'utilisateur peut pas s'authentifier, c'est une catastrophe. Il a pas son compte, nous, on travaille sur un portail de documentation, on a des bookmarks, on a des marques, des bookmarks, des collections, bon, c'est des termes un peu techniques, mais c'est des choses auxquelles on n'a pas accès si on n'accède pas à son compte. Et là, on risque même de perdre un client si on commence à avoir des bugs régulièrement qui interviennent sur ce genre de choses. Donc, il y a l'impact qui est ce premier facteur, et on a pris en compte un deuxième facteur. Et ce deuxième facteur, c'est la probabilité d'apparition d'un bug. Donc l'idée, c'est que l'impact, pour moi, c'est le facteur le plus important. Mais on pourrait très bien avoir un bug qui a donc un impact minimal, peut-être parce que ça serait un problème d'affichage sur l'application, il y a un petit décalage, c'est pas grave. Le client, il va pas forcément s'en formaliser trop, il va pas forcément ouvrir un bug, par exemple, à notre support client. Mais par contre, si toutes les semaines ça recommence, si toutes les semaines il y a un nouveau petit décalage qui intervient, alors c'est un exemple particulier, mais ça pourrait être n'importe quoi. Là, le client il va commencer à se dire quand même, ce produit il est pas génial en fait. Ouais. Je veux dire, c'est pas beau, c'est décalé, ça va pas. Et donc du coup petit à petit il va perdre confiance. Il va perdre confiance en notre produit. Du coup on a voulu prendre ces deux pans, donc l'impact, mais aussi la probabilité d'apparition d'un bug, puisque encore une fois un bug qui aurait un impact de 1 et par contre une probabilité de 4. Je suis partie sur la même échelle, de 1 à 4, c'est-à-dire que une probabilité de 1, ça voudrait dire qu'on a très peu de chances d'avoir un bug parce qu'on maîtrise très bien, parce que c'est pas difficile techniquement, et une probabilité de 4 parce que c'est une nouvelle technologie, c'est un nouvel écran, si on a un impact de 1 mais une probabilité de 4, là quand même il va falloir qu'on mette un effort particulier pour être sûr qu'on n'ait pas des bugs récurrents. Une fois qu'on a ces deux informations, on va pouvoir assez facilement construire une matrice. Alors soit en faisant un calcul, une moyenne pondérée, donc avoir un nombre qui va permettre d'avoir une valeur pour quantifier le risque, ou alors on peut faire tout simplement une matrice 2-2 qui va faire avec un côté l'impact et d'un autre côté la probabilité d'apparition de bug. Et plus on a un impact élevé et une probabilité d'apparition de bug élevée, et plus bien sûr le risque va être important. Ça fait que avec ces 4 niveaux d'impact, de probabilité, on peut aussi avoir moi j'ai utilisé une échelle de 4 niveaux de risque qui va de faible à extrême, donc faible, modéré, fort et extrême. Et l'idée, vas-y. Cette échelle-là, on pourrait l'agrandir, on pourrait la réduire. Bien sûr, on peut faire comme on veut. Après, moi j'ai trouvé que plus on a une échelle compliquée, plus ça va être difficile de prendre la décision. Et l'idée importante aussi de pourquoi moi j'ai choisi 4 valeurs, alors ça aurait pu être 6, ça aurait pu être 8, mais en tout cas l'idée c'était vraiment de prendre un nombre pair de valeurs. Pourquoi ? Parce que quand on a un nombre impair, au début j'étais partie sur une échelle de 5, 1 à 5, mais en fait j'avais toujours envie de mettre 3.
Ouais. Et du coup, en fait, on se mouille pas La beaucoup. moyenne, Et toujours. ouais, parce que c'est un peu, on sait pas trop, alors on va mettre 3. Oui, mais non, parce que du coup, si tout est à 3, comment on fait des choix après? C'est compliqué. Donc l'idée, c'était vraiment d'être obligé, d'être forcé, à faire un choix et donc de choisir. Est-ce que c'est risqué? Est-ce que c'est moins risqué? Euh, et qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Je sais plus. On était, on était sur les stratégies. Ça, c'était le deuxième exemple. La matrice des risques. Ouais. Et oui, pourquoi, du coup? Pourquoi faire une matrice des risques? Ouais. Tout simplement, bien sûr, l'objectif numéro 1, c'est de pouvoir choisir les sujets sur lesquels je vais travailler. On en revient à tout à l'heure, hein, l'idée c'est 1 face à 25, ça veut dire 25 potentiellement, c'est jamais le cas, mais potentiellement 25 stories qui vont être réalisées dans 3 jours. Sur quel sujet je vais mettre de l'effort? Je vais pas pouvoir le faire sur les 25. Donc, je vais regarder ma matrice et je vais essayer de choisir, de faire un choix éclairé sur quels sont les sujets sur lesquels je dois d'abord travailler. Alors ça, c'est un peu global. Cette matrice qu'on a fait, elle est très générale, elle couvre notre produit en entier. Mm-hmm. Mais c'est pas super facile après quand on a une story, de dire cette story c'est ce sujet-là, parce qu'on pourrait avoir plein de stories qui touchent au même sujet dans la matrice des risques. C'est-à-dire que finalement plein de stories vont avoir le même risque. Du coup c'est compliqué. Comment je choisis? Donc l'idée c'est d'avoir cette matrice de risque globale qui va nous permettre de nous aider à réfléchir, mais de vraiment ensuite faire une analyse des risques directement au niveau de la story. C'est-à-dire que avec les PO, je l'ai dit tout à l'heure, moi chaque semaine je vais discuter avec les PO, on va regarder les boards, on va regarder les tickets qui sont en cours, mais surtout ceux qui vont arriver, puisque ceux qui sont en cours en général je suis déjà un peu dessus, donc ceux qui vont arriver. Et on va faire une analyse de risque directement au niveau de la story. Donc c'est-à-dire, on va pouvoir bien sûr se baser sur cette matrice générale, bien sûr, parce qu'elle nous apporte plein d'informations. On sait sur quelle fonctionnalité ça touche, donc on sait quel risque on avait évalué pour cette fonctionnalité-là. Mais là, on va vraiment pouvoir aller vraiment dans le détail de la story, de la technique, on va pouvoir discuter avec les développeurs. Est-ce que ça va vraiment être compliqué à mettre en place? Est-ce qu'il y a des risques de sécurité? Est-ce que plein de petites choses comme ça qui vont pouvoir vraiment permettre d'évaluer un risque au niveau du sujet, au niveau de la story, j'ai l'impression de me répéter, mais vraiment au niveau de la story. C'est-à-dire qu'on va avoir un risque une valeur de risque pour chacune des stories qui est dans notre board. Donc moi, c'est Jira que j'utilise. Pour chacun des boards des développeurs, chaque story va avoir un risque. Et ce risque, on a même fait en sorte qu'il soit, donc encore une fois, c'est 4 valeurs, c'est faible, modéré, fort et extrême. Chaque valeur va correspondre à une couleur, donc bien sûr, ça va pas trop d'originalité, Vert, ça va être faible. Rouge, ça va être extrême. Voilà, exactement. Et puis, il y a un peu de jaune et d'orange au milieu. Histoire d'eux. Et donc, ces couleurs-là, en fait, on va les afficher même carrément sur le board du ticket. C'est-à-dire que toute personne qui va avoir accès au board des développeurs, donc les développeurs, bien sûr, les PO, mais même d'autres personnes, ceux qui vont travailler avec les clients et qui ont fait des demandes d'amélioration, qui attendent de savoir où on en est sur certaines fonctionnalités. En fait, tout le monde va savoir les risques qu'on a évalués sur les différents tickets et donc les tickets sur lesquels moi, je vais intervenir en particulier. Okay. Parce que l'idée, bien sûr, derrière cette analyse de risque, c'est qu'ensuite, on va utiliser cette valeur pour aiguiller nos efforts de test et faire des choix. C'est-à-dire que plus une story va avoir un risque élevé et plus on va passer du temps sur cette story en amont. Alors, on va essayer de travailler le plus en amont possible. On va faire de la conception, on va faire de l'exécution, on va faire du test exploratoire, on va un peu blinder les tests. On va vraiment travailler en étroite collaboration avec les développeurs. Plus la story va être évaluée comme étant à faible risque, il y a de fortes chances que finalement ça passe à la trappe par rapport à tous les autres sujets qu'on a en parallèle. Et quand je dis passer à la trappe, c'est vraiment au niveau, encore une fois, de moi, de la testeuse, maintenant des testeuses. Mais bien sûr, encore une fois, ces sujets, ils sont quand même couverts par des tests automatisés. Exactement. Et je dis pas que je passerai jamais dessus, mais potentiellement je passerai dessus une fois que la release aura eu lieu, peut-être lors d'une release majeure. Nous on a des releases majeures aussi 2 fois par an, c'est aussi l'occasion pour moi de repasser sur des sujets que j'avais pas forcément eu le temps de voir. Et donc je vais le tester à un moment donné, à un moment ou à un autre, mais en tout cas pas avant la release. Donc c'est vraiment l'objectif numéro 1 l'objectif global en fait de cette analyse de risque, c'est de faire des choix, c'est de prioriser, c'est de concentrer les efforts de test sur les partie du produit où il y en a réellement besoin
pour le client. Encore une fois, c'est vraiment dans l'idée que le client soit le moins impacté possible par des bugs potentiels. Ok, très clair. Tu as parlé de Jira. Est-ce que vous utilisez les story points? Alors les story points, ils rentrent pas forcément en compte. Alors bien sûr, il y a sûrement un lien quelque part, parce que quand tu parles de story point, tu veux dire l'évaluation que les PO vont faire sur le temps voilà. Forcément, moi je vais pas me baser dessus. Je vais pas me dire tiens, là il y a 25 story points. Enfin chacun fait ses échelles, mais du coup forcément c'est hyper risqué. On va pas partir dans cette facilité là. L'idée c'est vraiment de discuter avec le PO, avec le développeur. Moi je me dis que des fois ça peut prendre du temps, mais c'est pas forcément hyper technique. Ça veut pas dire forcément ça. Mais je pense qu'à la longue, bien sûr que si on faisait des stats, il y aurait forcément un lien. Plus c'est une grosse story, plus il va y avoir plus il y a plein de choses à tester, plus il y a des subtilités, plus il y a des cas aux limites, et c'est évident. Mais on va pas forcément se baser dessus. Bien sûr, il y a des story points. Avec les PO et les développeurs, le refinement, on va estimer les story points, le temps qu'on va mettre sur un ticket. Mais c'est pas l'information numéro 1 qu'on utilise pour évaluer le risque. Donc la couleur, c'est vraiment le risque. On va, comme j'ai dit tout à l'heure, cette histoire d'impact et de probabilité, c'est 2 notions qu'on a dans notre matrice générale, mais en fait, on les a aussi on les a aussi mis dans le Jira. C'est-à-dire que dans chaque ticket, on remplit, on va pas juste dire, tiens, là, le risque, il est élevé. Non, on va remplir vraiment cette information d'impact, on va remplir cette information de proba. Donc on choisit entre 4 valeurs à chaque fois. Et ensuite, le risque, il est calculé automatiquement à partir d'une matrice qu'on avait effectuée au départ, la 2-2 dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, une fois que ce risque il est calculé, la couleur elle est mise directement automatiquement sur le bord de Jira. Ok, très clair. C'est clair, c'est vrai? C'est très clair. Tant mieux. En fait, c'est difficile sans les slides, parce que c'est ce dont j'ai parlé en conférence. J'utilisais des exemples comme ça, très clairs, parce que je pense qu'on peut visualiser, et puis surtout le fait d'avoir en tête les couleurs. Ouais. En fait, automatiquement, je pense que le cerveau fonctionne comme ça, tu te fais des images et tu vois tout de suite le truc. Tu parles de matrice, donc forcément on s'imagine tout de suite un tableau. Tout à fait. Non, c'est très clair. Tout à fait. Bon, en tout cas, pour les auditeurs qui peut-être, si c'est plus compliqué, je les invite au cas où à aller voir le replay de la présentation de la PariTestConf, où là, pour le coup, il y a des slides, on voit un exemple de board avec les différentes couleurs. Et puis j'explique aussi, bien sûr, l'effort de test ensuite en fonction du niveau de risque pour montrer qu'il y a différentes choses qui sont faites en fonction de l'effort qu'on veut fournir. Ok. Donc, si je résume, en termes de stratégie, c'est de la communication. Complètement. Mettre en place des outils comme la maîtrise des risques. Coacher un peu tes devs et tes PO et tout le monde. Ouais. Du coup, l'ensemble de tout ça te permet en fait de prioriser. Et du coup, tu t'en sors grâce à ça. Je m'en sors. En tout cas, ça me permet vraiment de vivre une semaine qui n'a pas 200 000 heures de travail, parce que c'est impossible en fait. C'est impossible. Moi, j'adore mon boulot. Je pourrais y passer des heures. Mais bon, le soir, je vais voir mes filles, je m'occupe de mes enfants. On a une vie aussi à côté. On a une vie, et donc on peut pas tout faire. Donc voilà, l'idée. Je me répète sûrement, mais vraiment l'idée de cette matrice de risque, c'est juste de bien choisir. Enfin, l'idée, dans ce contexte-là, tester, c'est vraiment tester utile. Il faut faire des choix. Et voilà, ce qui est crucial, c'est vraiment de faire les bons choix. Et donc, je pense que la matrice de risque, c'est vraiment l'outil qui me permet de faire les bons choix dans mon contexte. Après, je pense que c'est pas forcément que dans mon contexte. Ça, c'est un outil qui pourrait être utilisé, j'imagine, dans plein de contextes différents. C'est pas parce qu'on est un seul testeur, on pourrait être 10. Je pense que on ne peut jamais tout tester, c'est toujours pareil. Donc, la matrice, pour moi, c'est un outil qui peut aider n'importe qui à faire les bons choix au bon moment. Ok. Bon. En tout cas, c'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien. Ok. Mais clairement, je pense que dans les moments où je me sens un petit peu submergée, enfin, dans tous les cas, t'as pas le choix, t'es obligé de prioriser à un moment donné. Mais c'est clairement quelque chose que je pourrais mettre en place. Pour m'aider à prioriser en fait les choses, mais d'une manière, avec une méthode bien claire. Après, évidemment, tu as les demandes clientes, parce qu'après moi je suis prestataire, donc c'est encore dans un autre contexte. C'est différent.
Mais même si t'as pas l'outil, j'imagine quand même que c'est un petit peu, enfin, c'est un petit peu la démarche que tu es obligé d'avoir quand tu prends des décisions. Sur quoi tu te bases, du coup? Est-ce que tu penses quand même un petit peu risque, mais c'est juste que c'est pas formalisé dans une matrice, mais j'imagine que c'est comme Oui, ça quand même que tu arrives à prendre la décision au oui. final. Franchement, alors, dans le contexte dans lequel je suis, on est un peu dans l'urgence parce qu'on travaille sur plusieurs projets en Ouais, parallèle. Et malheureusement, c'est le planning qui dicte ce qui doit sortir avant et les demandes business. Bon, après, les demandes business, c'est un peu partout, mais c'est vraiment, t'as une personne qui se lève un matin et qui dit, bah non, mais en fait, on a besoin d'avancer sur ça, et puis, en fait, tout le monde se met au garde à vous, et puis, bah, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Donc, malheureusement, c'est vraiment une gestion par le planning que j'aime pas du tout, parce que, tu sais, des fois, t'es à l'arrache, et mais on a aussi des moments d'accalmie où on peut prendre justement du temps pour mieux organiser, pour que bah au prochain coup de feu, on arrive à mieux prioriser les choses et qu'on ne se laisse pas juste dicter, tu ouais, vois, les priorités comme ça, quoi. Ouais, complètement. Ok. d'accord. Tout ça, ça amène un petit peu de stress. Oh, Oh. du stress, non? De quoi tu parles? Du coup, euh, donc tu me dis, t'es passionné par ce que tu fais et je pense que ça se ressent, tu vois, nos auditeurs vont le ressentir. Mais dans ces moments où t'as des coups de stress comme ça qui t'arrivent, comment est-ce que t'arrives à canaliser un petit peu tout ça et puis à t'apaiser pour pouvoir après mieux repartir? Ou alors, est-ce que c'est que du bon stress? Je pense qu'il y a beaucoup de bon stress. Alors, à mon avis, clairement, je suis vraiment pas la bonne personne pour répondre à cette question. Mais si. Je suis stressée par nature. Je m'appellerai pas Anaïs, ça va avec stress. Ça va ensemble. C'est mon tempérament, je stresse tout le temps. Après, bon, ouais, je pense que, du coup, mon conseil, c'est de vivre avec. Enfin, mais bon, c'est un cas particulier. Moi, je suis toujours comme ça. Donc, j'ai Ouais. besoin, il faut que je vive avec, j'ai pas le choix. Donc, c'est, comme tu dis, c'est essayer de le transformer en stress positif. Euh, donc c'est vraiment essayer de réussir à le maîtriser pour pas que ça nous bouffe la vie. Hein. Et clairement, je suis pas le meilleur exemple parce que moi, ça me bouffe la vie. Enfin, voilà, Ok. c'est difficile et je peux donner des conseils, hein, mais clairement, ils vont se dire, ouais, bah, elle est mignonne, mais c'est toujours tellement plus facile à dire qu'à faire. Si je devais donner des conseils par rapport à mon contexte particulier, à des situations auxquelles j'ai dû faire face, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que moi, j'avais fait des erreurs. Hein. Au début, je suis partie de tête baissée, bille en Mhm. tête. Quand on est stressé, il faut tout faire, il faut tout réussir, il faut. Bah, clairement, c'est une bêtise. Pour moi, un de mes conseils, ça serait vraiment de pas essayer de se plonger dans tous les sujets en même temps. C'est pas possible. On peut pas y arriver. Je suis vraiment, comme je disais, hein, la première à vouloir agir tout de suite. Ça montre qu'on est motivé, mais en même temps, c'est clairement, je pense, hein, la meilleure façon de se planter. Donc, il faut vraiment y aller étape par étape. Et du coup, essayer, ouais, pour moi, le stress, c'est vraiment source ça me booste. Mais du coup, des fois, on veut trop faire. Euh, donc voilà, je pense étape par étape. Et puis aussi, une chose que moi j'avais du mal au départ, parce que j'ai toujours peur qu'on me dise, mais ça, tu l'as déjà demandé, tu nous as déjà demandé 20 fois. Mais en fait, c'est quand on arrive dans un contexte comme ça où on connaît rien, il y a plein de nouvelles technologies, c'est un nouveau produit. Moi, je pense qu'il faut oser poser, reposer, Mhm. reposer des questions, même si on n'est pas à l'aise, même si ça nous stresse. Moi, j'avais du mal. Enfin, moi, je suis un peu d'un naturel. Alors, on me dit que ça se voit pas trop, mais en vrai, je suis assez Introverti. introvertie et Mhm. j'ai du mal à. Alors pourtant, hein, quand je dis conseil numéro un, il faut communiquer, communiquer, communiquer. Mais c'est pas hyper naturel pour moi. Non, Mais c'est pas du je tout sais qu'il naturel. faut, je Ouais. sais qu'il faut. Mais du coup, il faut oser aller voir les gens. Il faut oser, même si c'est 3 fois d'affilée, mais poser des questions et prendre plein de notes. Ça, faut prendre des notes tout le temps. Et puis une dernière chose, enfin par rapport au stress, hein, comme je dis, je pense que ce qu'il faut, c'est comme tu disais, essayer de le prendre du bon côté. C'est pas forcément nocif d'avoir du stress. Faut oser se lancer, faut prendre des initiatives, même si on est paniqué, même si on n'est pas sûr. Enfin, pour moi, hein, c'est l'exemple concret. Hein, c'est que moi, il y a encore quelques mois, mais jamais de la vie j'aurais pensé faire une conférence. Mais Mhm. jamais de la vie.
Aujourd'hui, j'ai fait une conférence, j'ai parlé devant une centaine de personnes. Aujourd'hui, je fais un podcast. Non, mais c'est vrai. Enfin, et je sais à quel point c'est difficile, mais je sais aussi qu'à la fin, je vais être contente. J'ai passé honnêtement 2 mois horribles à préparer cette conférence et le soir même, mais je me suis dit, mais en fait, c'était génial. Pour moi, ça a été une opportunité de folie où, bien sûr que c'est compliqué, mais j'ai pu parler après avec plein de gens. Ça m'a apporté énormément de choses. J'ai pris confiance aussi sur ma façon de travailler, puisque c'était mon but, hein, c'était d'aller dire, voilà, moi, ce que je fais, qu'est-ce que vous en pensez aussi, en quelque sorte, hein. Et ça m'a vachement rassurée. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment utiliser le stress comme quelque chose qui aide à avancer, qui aide à prendre confiance. Et puis bon, même si moi je me dis que je serai toujours stressée, je pense que quand même à force de se donner des petits challenges comme ça, forcément je vais réussir à le faire diminuer un petit peu ce stress, même si c'est qu'un petit peu, mais un petit peu, et qui me permettra peut-être de faire encore plus d'événements similaires, peut-être faire d'autres confs, peut-être faire d'autres podcasts, peut-être, j'en sais rien, mais voilà, je trouve que le stress, il faut vraiment s'en servir comme un boost, comme une source de motivation, et pas se brider. Il y a... peut-être que je parle trop, pardon. Je vais terminer par Non, au contraire. Il y a vraiment une citation qui me plaît beaucoup. C'est un post-it que j'ai sur mon écran, que je vois tous les matins quand j'arrive au bureau, parce que quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit, ouais. Alors, je suis désolée pour mon anglais, c'est une citation de Nelson Mandela qui dit, pardon, je vais essayer de le faire bien. I never lose, I either win or learn. C'est-à-dire, en français, c'est mieux. Je perds jamais. Soit je réussis, soit je gagne, soit je vais apprendre. Et en fait, c'est tout à fait ça. C'est pas grave de se planter. Mais quand on se plante, il y a 2 choses. Soit on abandonne, et c'est dommage. Soit on se remet en question, et du coup, on trouve une nouvelle façon de faire, on trouve une nouvelle stratégie. Et moi, c'est ça qui me booste. Et dès que je suis stressée, je relis ce truc et je me dis, mais oui, allez, c'est pas grave, va à cette réunion, t'es stressée et tant pis. Essaye de faire face. Et puis tu vas y arriver. Enfin, il y a un moment, à la fin, on y arrive toujours. Quand on est motivé, on y arrive toujours. Et voilà. Donc c'est vraiment transformer ce stress en motivation. Je sais pas si ça répond à ta question, j'ai peut-être complètement divagué, j'en sais rien. Franchement, Anaïs, je te jure, j'aime beaucoup ton mindset. Alors, ça fait très cliché, on parle de mindset dans un podcast, mais vraiment, j'aime beaucoup ce mindset, vraiment. Non, mais enfin, c'est tellement important, en fait, tu vois, de se faire violence, en fait. Exactement. Moi, je suis comme toi à la base, hein. Je suis pas du tout je suis beaucoup plus à l'aise, tu vois, derrière mon micro, derrière mon écran, que d'aller parler comme ça devant les gens, sortir un peu de sa zone de confort. Mais en fait, si tu le fais jamais, mais tu vas rester effectivement dans ce petit truc, dans cette petite case, et tu vas jamais progresser. Parce que au final, ok, si tu fais rien, tu te confrontes pas en fait à la vraie vie, tu vois. C'est comme quand tu vis chez tes parents et puis ensuite faut que tu sortes et que tu ailles travailler, etc. À un moment donné, il faut se faire violence, il faut y aller parce que on ne peut rien faire si on a ne serait-ce qu'envie d'apporter sa petite contribution au monde. On peut pas le faire juste en restant toujours enfermé, cloisonné, tu vois, dans son environnement, et puis on n'apprend pas, et puis c'est pas marrant, et puis il y a tellement de choses à voir et à faire dans le monde, tu vois, c'est tellement dommage. Mais c'est vrai que faire ce shift au niveau de son mental, c'est pas forcément évident, parce qu'on est humain, on aime bien être sur des trucs qu'on connaît, qu'on maîtrise. Mais vraiment, voilà, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup ta manière de penser. Non, mais je suis trop fan. Honnête, je vais le dire cash, mais c'est vrai que c'est un peu, c'est se donner un coup de pied aux fesses. Mais vraiment, pour ceux qui écoutent, honnêtement, je sais que c'est très facile à dire et que c'est hyper compliqué à faire. Moi, ça fait, du coup, comme tu dis, j'ai 6 ans d'expérience. C'est la première fois que je fais une conférence. Je sais pas à quel point je recommencerai, j'en sais rien. Mais voilà, c'est des petits challenges comme ça qu'il faut se mettre. Même en commençant petit, il faut commencer petit. C'est ça, commencer petit. Et puis voir où ça nous mène. Exactement. Mais je sais que c'est dur et le stress, des fois c'est pas cool. Et ça, j'en suis l'exemple parfait. Ouais, n'empêche que t'as quand même décidé d'aller chez Antidote et de bosser avec 25 développeurs. Tu vois, rien que ça déjà, tu sors de ta zone de confort, tu dis ok, on y va, c'est pas grave.
au pire, effectivement, on apprend, quoi. Et c'est une expérience géniale, c'est hyper enrichissant. Du coup, on apprend énormément et c'est ça qui est top. Super. Bon, ça fait déjà 1h10 qu'on parle. C'est vrai, j'avais peur que ça soit super court. J'avais peur de rien dire. Bon, bah merci. Tu vois, tu m'as beaucoup aidé. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. On est sur la fin. Est-ce que tu as une question pour moi? Je pourrais en avoir 50, hein, tu sais, mais je vais rebondir juste sur ce que... si tu me poseras les questions. Je vais rebondir sur un petit peu ce qu'on vient d'aborder là. Enfin, comment toi tu fais pour gérer ton boulot, parce que t'es testeuse, t'es test lead. En parallèle, tu crées un podcast où t'es super assidu. Il y en a quand même, des épisodes, c'est hyper régulier. Exactement. Et puis j'ai vu un post LinkedIn, je suis sûre il y a pas très longtemps, où t'as fait aussi une intervention en conf ou en meet-up. Du coup, tu fais tout. Tu fais tout. Comment tu fais alors, c'est super vaste comme question, j'en ai conscience, mais est-ce que tu as un secret pour réussir à gérer tout ça de front? Honnêtement, tu m'impressionnes. Voilà. C'est gentil. J'en ai pas. Honnêtement, j'en ai pas. Et si le secret, ce serait peut-être que, tu vois, j'ai pas d'enfant. Donc déjà, ça libère pas mal de temps. Ok. J'ai pas de parents malades. Il va pas m'aider ce secret-là, il va pas m'aider du tout. Si tu veux, autour de moi, j'ai pas quelqu'un dont il faut que je prenne soin de manière, tu vois, où c'est eux avant moi. Voilà. Donc ça déjà, ça libère pas mal de temps. Et ensuite, en fait, je pense que j'ai eu très longtemps le syndrome de la bonne élève, où je voulais bien faire les choses, et ça m'a appris quand même à être assez consciencieuse et être bien organisée dans les choses que je fais. Donc, tout ce shift justement de mindset, je l'ai fait quand j'ai fait ma reconversion, parce que je me suis retrouvée dans un moment, je me suis dit mais bon sang, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois, qu'est-ce que je vais faire, je sais pas où aller, alors que j'avais l'impression de faire ce qu'il fallait, et puis en fait ça se passait à peu près bien, et là aujourd'hui je suis complètement perdue. Et j'ai commencé à écouter énormément de podcasts, tu vois, tout est venu de là. Okay. J'écoutais. Et ça a été une espèce de grosse ouverture sur le monde, et j'ai commencé à apprendre des choses d'autres personnes qui prenaient des initiatives justement pour essayer d'avoir un impact à leur niveau. Donc ça peut être des personnes du quotidien, tu vois, des personnes que tu ne connais pas. Et puis en fait, tu apprends à les connaître comme ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé à écouter comme ça des podcasts d'entrepreneurs, des podcasts de femmes. Il y a aussi ce truc de femmes qui font des choses, qui font des grandes choses. Et en fait, c'est vachement inspirant. Donc, j'ai pas la prétention de vouloir arriver à ce niveau-là, mais c'est un espèce de fuel qui me motive, tu vois. Le matin, je me lève, je me prépare, j'écoute un podcast, je prends les transports, j'écoute un podcast, je fais des recherches, je lis des trucs, et en fait, c'est vraiment ce truc qui s'entretient. Et j'essaie de mettre en place un système où quand j'ai justement une baisse de motivation, je me raccroche à ce truc-là, et ça me remotive derrière pour essayer d'en faire un petit peu plus. Voilà, donc ça vient un petit peu là, et puis après en termes d'orga, je fais du time blocking. D'accord. Les gens hallucinent un peu quand ils voient mon agenda, parce qu'ils se disent mais attends, comment c'est possible et tout, parce que faut aussi aménager du temps pour passer du temps avec ses amis, avec sa famille, on peut pas passer tout son temps à bosser, tu vois. Absolument. Donc c'est très comme ça, mais voilà, en tout cas j'essaie. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais toujours est-il que vraiment sur cette année 2023, avec le podcast, j'ai changé ma manière de faire, et je pense que je vais continuer à changer, et voilà. Donc j'espère que ça répond à ta question. Bien sûr, mais en tout cas bravo pour ce que tu fais, bravo pour ce podcast, et j'ai vraiment été super heureuse de pouvoir y participer et d'avoir cette discussion avec toi. C'était un super moment. Merci beaucoup. Bon, ça m'a fait plaisir. Vraiment, je suis contente que tu aies accepté. Merci de m'avoir poussée. Merci beaucoup. Ouais. Avec plaisir. Merci beaucoup. On va raccrocher, et puis j'espère que nos auditeurs apprécieront comme nous on a apprécié notre échange. J'espère. Merci encore, Nankeda. Avec plaisir. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître.
N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.